Il est donc 11 heures. Si les intervenants de la deuxième session veulent bien venir, donc Hubert Camus, Rachel Heukendick, Benoît et Christiana sont là. Sylvie Fabre, malheureusement, vient de nous écrire, elle ne sera pas présente pour cette deuxième session. C'est également le cas de Lucie Poisson, Hamid Bachir et Rufin Nzalankada. Si nous avons un peu de temps à la fin de cette deuxième session avant le repas, nous en profiterons pour commencer les échanges, aussi bien sur les communications qui vous seront présentées maintenant que sur les premières de ce matin. Mais nous essayerons de terminer à 12h45 car nous avons une courte pause déjeuner et donc nous essaierons de tenir les délais. Donc une deuxième session, je dirais peut-être plus concrète, plus ancrée dans le réel, puisqu'il s'agit d'utiliser la fiction. Premier intervenant, Hubert Camus, le jeu de l'enfant comme réalité alternative. Bonjour, merci pour l'organisation de ce colloque. Jacques Henriot, Jean Perrault, Johann Huizinga, Eugène Fink, Philippe Guton, Sylvie Mansour, Jean Château, Jean Piaget, Donald Woods Winnicott, Roger Caillois. Tous ces théoriciens se sont donnés pour objet de définir le jeu. Tous ont abouti à des résultats se recoupant mais différents. Parce que le jeu est un objet bien plus complexe qu'il n'y paraît et que pour le définir, il faut le circonscrire. Parler même du jeu de l'enfant ne suffit pas, tant il y a de modalités ludiques. Se contenter de penser le jeu comme une fiction est, de même, trop large pour rendre compte de ses réalisations. Dans un autre champ, avec la même difficulté, on s'est appliqué à définir ce qu'était la fiction, la théorie littéraire. Et si les John Searle, les Jean-Marie Schaeffer et les Gérard Genette pouvaient nous aider à identifier les procédés fictionnels à l'œuvre dans le jeu enfantin. Car pour savoir comment l'enfant crée une réalité alternative dans le jeu, avant d'étudier ces mises en récit, il convient de se pencher sur ce qu'est ce jeu. Le réel peut être manipulé à travers la fiction de bien des manières et pour bien des visées pas toujours honnêtes. Mais qui dit fictionnalisation ne dit pas du prix. En effet, selon John Searle, la fiction littéraire est une assertion feinte sans intention de tromper. Il y a feintise, fiction, narration, mise en récit, mais l'auteur comme le récepteur en sont conscients et acceptent cette suspension volontaire de l'incrédulité dans le cadre d'un mode de lecture particulier. Je sais que Julien Sorel n'existe pas. Mais il existe quand je lis Le Rouge et le Noir. Il existe dans Le Rouge et le Noir. Stendhal ne cherche pas à nous faire croire que son précepteur existe en dehors, et je ne le cherche pas en dehors. De même de la poupée, ou du bout de bois, ou de l'enfant lui-même. Ce ne sont pas des dragons, mais ils le sont dans le cadre limité du jeu. Ils sont des dragons pour le ou les joueurs, comme Julien Sorel existe pour qui lit son roman. C'est également ce que dit Jean-Marie Schaeffer en 1999 lorsqu'il parle de feintise ludique partagée. Assertion feinte ou feintise ludique partagée, la théorie de la fiction en littérature pose pour principe la réciprocité. On croit, presque au sens religieux, ce qui fait écho à une intervention précédente, en Julien Sorel et en La Brindille Dragon. Mais dès qu'on sort de l'église, le rouge est un livre et la brindille une brindille. C'est pour ça que, quoique la frontière puisse parfois sembler poreuse, la fiction ne relève ni du mensonge, ni de l'erreur. La mise en récit construit son monde comme réel, mais sans volonté de mystification. Quant aux critères de vérité et d'erreur,
il cesse d'être pertinent en contexte fictionnel partagé et sans intention de tromper. Je reprends ici une phrase de Christine Montalbetti dans La Fiction en 2001. Il est significatif de constater combien les modalités de l'entrée en ludisme et de la fiction ludique sont proches de celles littéraires. Roger Caillois lui-même donne, dès le début de sa définition du jeu, son caractère d'activité libre, séparée, incertaine, improductive, réglée et enfin, ce qui nous intéresse ici, fictive. C'est dans Des jeux et des hommes. Dans le champ ludique comme dans le champ littéraire, la fiction s'inscrit dans le réel, s'inspire plus ou moins directement, plus ou moins explicitement du réel et s'en démarque à la fois. Dans les deux champs, l'entrée est marquée. En littérature, parmi une multitude d'autres codes qui seraient trop longs à énumérer et analyser ici, lorsqu'on se saisit d'un objet appelé livre et sur lequel il est écrit roman. Cela reste vrai jusque dans ce genre a priori loin de la fiction, l'autobiographie. Philippe Lejeune, dans son étude qui y est consacrée, parle de pacte autobiographique. L'auteur-narrateur-personnage s'adresse à son lecteur pour l'assurer de son honnêteté. Rousseau écrivait en tête de ses confections « Voici le seul portrait d'homme peint exactement d'après nature et dans toute sa vérité ». C'est toujours un pacte de lecture, comme ceux que nous avons vus avec Searle, Schaeffer et Genette. De même existe-t-il ce que j'appellerais un pacte fictionnel dans le jeu enfantin, à l'intérieur duquel se situe un pacte ludique. Enfin, comme je l'ai évoqué, dans les deux disciplines, le rapport à la réalité est complexe. D'une part, la fiction s'inspire de la réalité, d'autre part, complémentaire, ou du moins alternative, elle en crée une autre. L'un ne va pas sans l'autre, et cela sans volonté de tromperie ni intrinsèque ni extrinsèque. Voilà pour une définition du jeu comme réalité alternative. Depuis plusieurs années, en parallèle à mes recherches théoriques, je m'applique à observer des situations ludiques enfantines. Je peux en tirer de temporaires conclusions sur la, ou plutôt les mises en récit du jeu. Un abîme me semble séparer la mise en récit du jeu pour l'enfant jouant de celle qu'en perçoit le spectateur. Qu'y a-t-il de plus banal que traverser une rue ou marcher sur un trottoir? L'enfant même y est habitué. Ce matériel urbain lui est familier, mais pour autant pas routinier, du fait de ses facultés ludiques. La réalité, l'enfant la connaît, ce sont des bandes blanches. Cela ne lui suffit pas. En traversant, l'enfant jouant s'appliquera à ne poser le pied que sur les bandes peintes. Sans cela, il risquerait de se faire dévorer par les crocodiles. Il est alors dans la fiction, créé par le réel, et le monde est un jeu. L'adulte l'accompagnant peut accepter le pacte ludique, par exemple en aidant physiquement l'enfant trop petit à bondir d'un marquage à un autre. Mais il n'y a pas réciprocité. Rarement l'adulte devra se contenter des bandes blanches, et rarement l'enfant lui en tiendra-t-il grief, car il s'agit de son jeu à lui. De même, longeant le bord du trottoir, l'enfant fera de ses pavés un large fil de funambule. Sans préparatif ludique a priori, l'enfant peut faire jeu de tout matériel urbain. A l'inverse, si l'adulte passe à proximité d'une marelle dessinée sur le sol, malgré le signe ludique, il se contentera souvent de sourire. Donc, l'enfant met en récit le monde à travers le jeu. Le passage piéton est un péril amazonien, le bord du trottoir réservé aux champions du cirque. L'adulte considère généralement ces réalités alternatives soit comme un simple divertissement, ce à quoi je m'interdis de réduire le jeu, soit comme un exercice. Roger Caillois, repris par d'autres théoriciens, appelle cela ilinx ou vertige. L'enfant apprécie la sensation de tournis, d'instabilité, de mouvement et développe parallèlement ses compétences physiques, dont l'équilibre. Les deux explications sont cumulables et sans doute vraies. Mais elles ne me semblent pas rendre compte de ce qui se joue, et on voit que la mise en récit adulte du jeu de l'enfant est beaucoup plus simple, voire simpliste, et terre à terre que celle de l'enfant. Faute de temps, je n'évoquerai ici qu'une deuxième situation ludique. Je développerai davantage mon propos dans la publication des actes de ce colloque. Nous sommes sur la place du Palais Royal, à Phnom Penh, au Cambodge. Une petite fille,
de 5 ou 6 ans, vend des jouets sur un maigre étalage disposé à même le sol. Elle est assise, fait lentement battre les ailes d'un cheval en plastique multicolore. Elle sourit gaiement quand elle ne s'assure pas que sa mère ne s'approche pas et murmure un récit. J'ignore lequel. Je suis trop loin et elle parle khmer. Peu importe, au fond, l'histoire qu'elle se raconte. Elle met en récit le cheval ailé pour créer une réalité alternative. Quant à moi, l'observant, je suis loin de la pensée ludique. Je me dis que ces jouets qu'elle vend, elle ne les aura jamais. Qu'à son âge, elle travaille déjà, sans doute gratuitement. Qu'elle ne doit pas être heureuse. Et si je me trompais? Et si, considérant mon cadre de pensée, je faisais fausse route? Ces jouets qu'elle vend, elle ne les possédera jamais en propre. Est-ce que pour autant elle ne les a pas? Pour un instant, elle a joué. Elle était à la fois dans le monde et hors du monde. Elle a joué, malgré sa misère qui m'abat, comme tous les enfants. J'étais resté dans la réalité alors qu'elle avait déjà rejoint la réalité alternative grâce au jeu. Nos mises en récit n'ont rien à voir. Mais n'est-ce pas la mise en récit de celle qui joue activement, de celle qui est observée, qui est la première à considérer? Je vous remercie. Avec Rachel Ukundjik. Ukundijk. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs et à chacun d'être présent. Mon sujet est celui du bleed en jeu de rôle grandeur nature, qui est abrégé GN. Et comme souvent, lorsqu'il est question de jeu de rôle, je vais d'abord m'appliquer à expliquer rapidement ce dont il s'agit, afin que tout le monde puisse suivre l'exposé. Et ensuite, je parlerai de comment le GN peut être utilisé comme voie d'émancipation pour des participants et participantes, éventuellement issus de groupes marginalisés. Alors, qu'est-ce que le GN ? Le GN est une pratique ludique immersive sans interface, c'est-à-dire que le joueur interagit avec l'univers à travers son propre corps, sa propre personnalité, sans avoir recours à un avatar ou à un autre médium d'interaction. Pour un nombre de minimum 2 joueurs, qui consiste en la construction collective d'une fiction fondée sur les interactions entre les personnages. Le GN n'a pas d'origine claire, il a été inventé et réinventé à plusieurs endroits du monde depuis la fin des années 70 environ, et il en existe une très grande diversité. Certains jeux ne nécessitent que quelques heures et une poignée de joueurs. Certains jeux peuvent durer jusque plusieurs semaines, mobiliser plusieurs milliers de joueurs et s'étaler sur des campagnes qui vont durer d'année en année. Certains ne nécessitent aucun moyen spécifique et d'autres ont des budgets de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors que l'imaginaire collectif associe généralement le GN à un univers très médiéval fantasy, de type Donjons et Dragons, ou à des adaptations d'univers romanesques plus larges, le GN s'est développé ces dernières années vers une perspective plus politique. Certains GN explorent des épisodes historiques, des guerres mondiales, l'émancipation de la femme, l'apartheid, des révolutions nationalistes, le fascisme des années 30, ou des thématiques sociétales récentes, voire actuelles, comme la crise des migrants en Europe, comme on voit illustré ici au milieu, le conflit israélo-palestinien, hein, c'est l'image à droite, ou des thématiques liées au sexisme ou à la communauté LGBTQ+. Certaines discussions théoriques à propos du GN aujourd'hui envisagent la possibilité de considérer le GN comme une forme d'art ou un outil militant. Alors, par principe, le GN invite à incarner un personnage dans un monde fictionnel. Et il se trouve d'une certaine manière donc au croisement d'autres médias ou d'autres activités qui sont ici représentées autour du GN. Mais le GN s'en distingue aussi fondamentalement. Tout d'abord, le GN se distingue du théâtre d'improvisation et du théâtre par l'absence du public. Ce n'est pas une activité vouée à être représentative. Le GN se distingue du jeu vidéo par la représentation physique, l'incarnation physique du personnage. Il se distingue de la littérature et du cinéma par le fait que chaque participant est co-créateur et acteur dans la fiction et pas seulement récepteur. Et enfin, il se distingue du psychodrame utilisé en psychothérapie par le fait que ça reste une activité ludique, c'est un hobby, contrairement à une prise en charge thérapeutique.
Alors, si le GN n'est pas qualitativement différent d'autres médias fictionnels, il a néanmoins certaines spécificités qui lui permettent, à travers le GN, d'avoir une immersion fictionnelle très intense grâce à un ancrage solide dans le réel. Je vais ici en citer 3. D'abord, il y a le fait d'incarner physiquement un personnage permet d'entrer dans l'immersion sans s'abstraire de sa condition physique. Le fait de construire une fiction collectivement permet de ne pas s'abstraire de son environnement social, tout comme, d'une certaine manière, l'immersion à 360 dans une fiction, en adoptant la même temporalité que celle vécue par le joueur, dans laquelle un très grand nombre de détails sont présents sans effort d'imagination car réellement joués. Toutes ces choses permettent de vivre une expérience subjective particulièrement intense. Alors, maintenant que j'ai expliqué un peu le contexte plus général du GN, qu'est-ce que le bleed ? Pour expliquer le bleed, il faut s'accorder sur quelques caractéristiques du GN et quelques vocabulaires. Le GN, donc, le jeu de rôle en général, est une activité gouvernée par une distinction fondamentale, qui est la distinction entre ce qui se passe dans le monde du jeu et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, la distinction entre le cadre expérientiel du joueur et celui du personnage. Cette distinction repose sur un contrat social, un ensemble de règles, qui institue ce qu'on appelle l'alibi. Il est primordial, en vertu de l'alibi, que le joueur, s'adonnant aux activités, comprenne que rien de ce qui se passera dans le monde du jeu n'est réel, et qu'aucune action que son personnage va commettre ne lui sera imputable. C'est grâce à cet alibi que le joueur va pouvoir rentrer dans le cercle magique et s'immerger dans le personnage. Mais si la distinction entre le monde du jeu et le monde réel est très claire pour les joueurs, la communauté des rôlistes, notamment les rôlistes qui s'adonnent à des activités avec des émotions très très fortes, c'est néanmoins jugé intéressant d'avoir un mot en fait, pour parler de la porosité qui existe entre le cadre du jeu et le cadre réel. Et ce mot, c'est le bleed. Le bleed, donc si on devait le définir, ce serait le brouillage des émotions, des pensées, des états physiques et des dynamiques relationnelles entre le joueur et son personnage. Le bleed ne relève pas d'une confusion de la part du joueur, et c'est important de le dire, mais c'est l'activité d'immersion à travers le personnage qui lui procure ces émotions. Alors, rapidement, quelques exemples de bleed. Le premier exemple prend place dans une taverne. Imaginons une taverne animée par des ménestrels dans un jeu de rôle médiéval. Les ménestrels se mettent à jouer une chanson qui s'appelle On Both Sides the Tweed, qui est une chanson traditionnelle écossaise sur laquelle Fred, un joueur, a embrassé sa première copine. Gorgoth le barbare, qui est le personnage que Fred incarne, est habituellement quelqu'un de très agressif, de très bruyant, qui agresse quiconque lui adresse la parole. Mais durant cette chanson, Gorgoth le barbare devient inexplicablement calme. Alors, Gorgoth le barbare n'a évidemment aucune raison de se calmer ou d'être serein ou d'être dans de bonnes dispositions à ce moment-là, mais c'est le bleed-in, donc quelque chose qui vient du cadre expérientiel du joueur, qui vient informer et transformer l'expérience du personnage. Un exemple de bleed out concerne Mathilde, une joueuse habituellement très timide et réservée, qui joue pour ce jeu Anne de Saxane, première du nom, dauphine d'Angleterre et héritière au trône, la personne lors d'un bal en son honneur, et elle est la personne de la plus haute noblesse présente. Elle est évidemment fort stressée, car elle n'a pas l'habitude d'incarner ce genre de rôle, et pendant le jeu, elle va devoir faire des discours, elle va devoir prendre des décisions politiques importantes, et évidemment, elle a le droit de baisser les yeux devant personne, parce que c'est elle l'autorité. Mathilde va incarner ce rôle avec brio, et durant les semaines qui vont suivre, sa confiance en elle-même va être complètement boostée, et elle va vraiment tirer des impacts très positifs de ce jeu à travers l'expérience qu'elle a vécue dans son personnage. Alors, sur base de ça, qu'est-ce que le bleed émancipatoire ? C'est vraiment le centre de ma communication. Alors, le bleed émancipatoire est un concept inventé par Joneya Kemper, qui est une GNiste noire new-yorkaise, qui travaille sur la possibilité d'utiliser le GN comme moyen d'émancipation pour des personnes aux identités marginalisées. Elle est convaincue que le GN peut être utilisé comme un outil pour découvrir et explorer différents rôles et identités que des personnes souffrant de pression systématique, de sous-représentation médiatique ou de mauvaise représentation médiatique ne sont généralement pas autorisées à prendre. Le GN peut leur permettre de prendre le contrôle de ces rôles afin d'orchestrer eux-mêmes les opportunités dont ils ont besoin et de créer des représentations auxquelles s'identifier qu'ils ne trouvent pas dans la culture. Le GN permet de se libérer de rôles assumés au quotidien par l'immersion dans des personnages, et cela de façon à pouvoir essayer différentes casquettes.
comme par exemple jouer un personnage jouissant de privilèges dont le joueur marginalisé éventuellement ne jouit pas habituellement. Et de ressentir ce que ça fait et de voir les leçons, les apprentissages qu'on peut en tirer. Grâce à l'ancrage du GN dans la réalité, donc grâce à la physicalité de l'incarnation, à son ancrage dans l'environnement social et à la richesse de l'expérience vécue, les expériences qui sont vécues en GN peuvent venir vraiment nourrir l'identité du joueur. Et comme s'identifier au personnage d'un film ou d'un roman ou encore d'un avatar dans un monde virtuel est encore une activité abstraite, ici, dans le GN, c'est toujours avec et à travers son identité réelle qu'un joueur ou une joueuse sera capable d'explorer différents modes d'existence. Alors pour conclure, le bleed en GN et particulièrement son usage comme voie d'exploration et d'émancipation pour une personne éventuellement opprimée met en évidence une tension féconde entre les cadres expérientiels du réel et de la fiction. Concrètement, le concept de bleed émancipatoire fait du bleed un outil de changement social, en insistant sur la façon dont, par-delà la notion d'alibi, le réel et la fiction se confondent par endroits. Le concept de bleed émancipatoire insiste en fait sur la fécondité de la fiction pour résoudre des situations de tension dans le réel, ou éventuellement s'émanciper de situations d'oppression dans le monde réel par le médium de la fiction. Et c'est quelque chose qui en moins en termes d'intention, est assez proche de ce qui est visé dans le genre fictionnel de l'afrofuturisme, qui vise aussi ce genre d'appropriation fictionnelle pour résoudre des questions dans le réel. Et je pourrais conclure en transformant légèrement cette phrase de Octavia Butler, qui est une autrice de science-fiction, en disant « Chaque histoire que je crée me façonne, et je fais du GN pour me façonner moi-même ». Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant passer à l'intervention commune de Christiana Montio et Benoît Petit-Prêtre. Merci, Sony. Très bien. Donc, nous allons vous parler avec Christiana d'un autre rapport entre la fiction et la réelle, puisque dans cette présentation, nous allons vous résumer notre réflexion autour du commerce équitable et de certains récits qui lui sont liés. En particulier, notre réflexion va s'articuler autour du roman Max Havelaar, qui a servi par la suite de support à la création d'un label de commerce équitable, et puis nous allons donc explorer cette relation entre le roman et le label de l'autre côté, dans un premier temps rappelant quelques éléments liés au contenu de l'histoire elle-même, de ce roman. Dans un second temps, on passera sur le récit plus factuel de la création du label avec un autre ouvrage en particulier, ainsi qu'avec des éléments de récit qui consolident cette réflexion. Et puis dans un troisième temps, on discutera justement de cette mise en perspective entre le roman et le label. Notre réflexion, elle s'appuie sur des travaux qui sont actuels et puis antérieurs, puisque ça fait plusieurs années que je travaille autour du commerce équitable. Et récemment, avec Christiana, on a repris le sujet, en particulier autour d'une direction qui est prise actuellement par le commerce équitable, puisque depuis 2 ans, en France tout au moins, ce mouvement désormais inclut les échanges nord-nord. Ce n'est pas un aspect qu'on va développer aujourd'hui, mais c'est pour un petit peu poser les bases de notre intervention. Donc on s'appuie pour cette présentation sur différents matériaux, donc bien évidemment les ouvrages dont le roman Max Havelaar lui-même, des documentations, des textes et des investigations sur ces documentations qui sont produites par les différents acteurs du commerce équitable, et notamment l'association Max Havelaar, mais également des entretiens et une proximité avec des clients de ces produits et des professionnels du secteur. Alors, je vais rappeler rapidement ce qu'est le commerce équitable, en disant que c'est un mécanisme
un mécanisme qui vise à un meilleur équilibre dans les relations commerciales dans le commerce mondial. Hein, on a une définition qui a été figée, on va dire, au début des années 2000, et qui définit le commerce équitable ainsi comme un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant des droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud de la planète. Les organisations du commerce équitable, soutenues par les consommateurs, s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel. Donc ça, c'est la définition, on va dire, acceptée par les acteurs du commerce équitable aujourd'hui. Alors, premier temps un petit peu de notre réflexion, on va revenir sur on va dire, ce qui était un petit peu oublié, c'est d'avoir le roman Max Havelaar lui-même. Donc, Max Havelaar, le roman, est une œuvre hollandaise qui a été publiée au XIXe siècle, en 1860. C'est une œuvre qui est considérée comme une œuvre majeure aux Pays-Bas, hein, pour cette période du XIXe siècle. Globalement, c'est un roman qui dénonce les abus et les injustices qui sont liés à la colonisation dans les Indes néerlandaises. Alors, quelques éléments sur le contenu de l'histoire. Donc, c'est une histoire qui se passe au milieu du XIXe siècle, à la fois à Amsterdam et en partie aux Indes néerlandaises, sur l'île de Java. Au départ du roman, on a un narrateur, Batavus Droogstoppel, qui est un personnage, qui est un courtier en café d'Amsterdam et qui est un personnage assez falot, étroit d'esprit et essentiellement préoccupé par ses affaires commerciales. Donc ce narrateur, Droogstoppel, expose dans le roman un petit peu son activité et son projet d'écrire un livre. Ce projet d'écriture d'un livre, il fait suite à une rencontre qu'il a eue avec un de ses anciens camarades, qui est au départ du livre appelé L'homme au châle, qu'il a retrouvé par hasard, et ce dernier se trouve dans une situation de grande pauvreté. Cet ancien ami, par contre, a beaucoup produit d'écrits au long de sa vie, mais n'a pas réussi à les publier. Et donc il va s'associer finalement et convaincre Droogstoppel de l'aider à publier ses écrits. Droogstoppel se parcourt un petit peu tous les documents et se trouve intéressé par justement des écrits qui traitent du café, qu'il trouve bien documentés et intéressants. Et donc il s'imagine produire un livre qui va intéresser toute la profession, voire tout le pays jusqu'au roi des Pays-Bas lui-même. Donc il se dit que de cette façon, il va pouvoir accéder à une certaine forme de notoriété finalement, et donc il va accéder à la demande de son ami en lui permettant de publier certains de ses écrits. Mais Droogstoppel n'est pas capable d'écrire le livre lui-même, donc il va sous-traiter l'écriture du roman à un de ses apprentis, Stern, qui lui va finalement donner au projet une autre tournure que celle qu'imaginait finalement Droogstoppel. Donc il y a un complot qui naît finalement contre Droogstoppel dans le livre, un complot qui se noue entre l'apprenti Fritz et puis l'homme au châle, pour faire passer à travers l'ouvrage que publie Droogstoppel les idées finalement de l'homme au châle qui devait être éclipsé par, on va dire, le caractère boutiquier un petit peu du projet qu'avait Droogstoppel au départ, puisque lui, son idée, c'était bien de produire un ouvrage utile à sa profession autour de la culture du café. Donc finalement, le projet va complètement être détourné d'une certaine façon par l'écrivain, l'auteur, Fritz, et puis secondé par l'homme au châle. Donc
par la suite du roman, on passe d'un narrateur à l'autre. Hein. Au départ, on avait Drogstoppel, ensuite on a Fritz qui prend la main, on va dire, sur la narration. Et puis on a progressivement une transposition de l'histoire qui passe d'Amsterdam aux Indes néerlandaises. Et en arrivant aux Indes néerlandaises, on découvre la réalité, non pas de la culture du café en soi ou de ce qu'elle pourrait être, mais plutôt la réalité de l'exploitation de l'île et de la population locale. Hein. Donc c'est une dénonciation des conditions voilà, de vie des Javanais, hein, qui sont opprimés par à la fois la puissance coloniale et aussi par, on va dire, le féodalisme des autorités locales. Donc il y a toute voilà, une intrigue qui est racontée. On a l'apparition donc du héros, hein, Max Havelaar, du roman, qui arrive voilà, fin du premier quart de l'ouvrage à peu près. Et c'est donc un nouvel assistant résident, c'est-à-dire un membre de la structure administrative coloniale, un Hollandais, qui lui va vouloir changer les choses. Et donc c'est à travers ce héros, Max Havelaar, que les idées voilà, de dénonciation et de volonté de vouloir modifier la réalité sur le terrain va être passée. Voilà pour quelques éléments factuels sur le roman. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce roman, il est écrit sous un pseudonyme, sous le pseudonyme de Multa Luthi, qui est en fait le pseudonyme d'Edouard Decker, qui lui a été justement un fonctionnaire de l'administration hollandaise dans les Indes, et que on a une bonne partie autobiographique dans cet ouvrage. Il y a également une volonté de la part d'Edouard Decker de se racheter avec ce roman, de se réhabiliter plus exactement, tout autant que de dénoncer les conditions d'exploitation de l'île par les Pays-Bas. C'est un roman qui aura un fort retentissement au moment de sa sortie, hein, et qui permettra, on va dire, certaines avancées politiques, même minimes, à ce moment-là. Donc, pour synthétiser sur le roman lui-même, on a affaire à un roman qui est un roman de la dénonciation. Hein. Il s'agit de faire changer les choses en utilisant une figure romanesque, même si on a également un niveau de lecture concernant la réhabilitation de son auteur. Ce qui nous amène maintenant, voilà, de nombreuses années plus tard, à un deuxième ouvrage qui est intitulé « L'aventure du commerce équitable, une alternative à la mondialisation » par les fondateurs de Max Havelaar, Nico Roosen et Frans van der Hoof. Ce deuxième ouvrage, lui, n'est plus du tout un roman, mais il s'appuie d'une certaine façon sur cette première fiction, Max Havelaar, en utilisant et en reprenant la figure du héros Max Havelaar. Ce récit, lui, est complètement factuel, puisqu'il raconte la création du label Max Havelaar dans les années 80-90 aux Pays-Bas. Il explicite un petit peu toutes les péripéties, mais sous un mode complètement factuel, sous un mode de compte-rendu. Hein. Là, il n'y a pas la volonté de romancer les choses, bien que la matière s'y prête largement par certains aspects. J'en viens maintenant à la concrétisation de ce label raconté dans le récit, hein, puisqu'aujourd'hui on a affaire à un vrai succès d'une certaine façon, puisque le label Max Havelaar, qui ne représentait quelques millions de chiffres d'affaires au début des années 90, voilà, représente aujourd'hui plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Et ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il représente 80% des ventes de produits de commerce équitable pour ce qui est de la France. Donc on a affaire à un véritable succès commercial. Alors,
Ce qui est intéressant avec l'apparition de ce label, c'est que on a finalement une fiction qui a éclipsé une autre réalité, puisque jusqu'à l'apparition du label Max Havelaar, les produits de commerce équitable étaient distribués à travers des petites boutiques et des moyens très artisanaux. Hein, donc on avait on va dire quelque chose de complètement confiné et de confidentiel quasiment. Donc le label est devenu, a rendu possible un succès et un développement considérable du commerce équitable. Donc je termine en disant que on a affaire dans ce roman, puis dans cette fiction, à l'utilisation d'un héros qui est parfaitement ambigu, sur lequel on pourra redire deux mots, des ambiguïtés qui font écho à l'ambiguïté elle-même du commerce équitable, qui raconte finalement l'histoire plus spécifiquement du vainqueur, hein, puisque, comme je vous l'ai dit rapidement, le Max Havelaar, ça éclipse toute une partie, on va dire, plus classique de la distribution de ces produits-là. Et en même temps, c'est une utilisation particulière de la fiction, puisque on oublie aujourd'hui complètement, dans l'utilisation du label, le contenu de l'histoire elle-même, toutes les péripéties. On utilise uniquement le nom, hein, le nom du héros, et finalement, on se rapproche beaucoup plus, hein, de ce qu'on pourrait appeler, enfin de ce qui est appelé un seuil en littérature finalement, c'est-à-dire que le titre, indépendamment de tout le contenu du roman ou de l'histoire, est une sorte de vestibule qui permet à différents acteurs de rentrer dans une histoire, voire dans le cas qui nous préoccupe, finalement de réécrire un autre récit pour finalement prolonger l'histoire. Voilà pour vous dire quelques mots sur cette fiction Max Havelaar, roman devenu mouvement puis label du commerce équitable. Le privilège des organisateurs, c'est qu'ils peuvent dépasser le temps. Combien Et, nous allons rester sur la gestion, les séances de gestion, avec la prochaine intervention d'Hamid Bachir Ben Daoud sur la transparence des finances locales. Bonjour à tous. Alors oui, donc mon thème est, on pourrait le penser plus terre à terre peut-être, quoique qu'en apparence, puisque ça porte sur la transparence des finances locales et lorsqu'on parle de transparence, finalement, réalité ou fiction. Et donc la transparence, c'est plutôt un thème à la mode. Hein, on l'entend assez souvent dans tous les discours administratifs, économiques ou politiques. Et également est au cœur d'un certain nombre de réformes en France, également, sur la fiscalité, les finances. La littérature, généralement, présente cette transparence sous deux angles. Un aspect juridique, démocratique, c'est-à-dire le droit de savoir. Hein, on a le droit de savoir. Et avec une petite tension entre, finalement, ce qu'on appelle généralement, en tout cas, la démocratie participative, et de l'autre côté, une démocratie plutôt réaliste, ou en tout cas élitiste, c'est-à-dire que finalement, petite tension entre les élus d'un côté qui ont les informations, accès aux informations, et de l'autre côté, les citoyens qui réclament le droit d'avoir accès à ces informations. Alors, je peux le dire d'autant plus que je suis maire adjoint aux finances de ma ville, et donc je vois l'écart entre les deux. Et le deuxième aspect, c'est finalement utiliser la transparence comme un instrument. Donc on considère, et ça s'est développé depuis une trentaine d'années, que c'est un instrument économique et politique qui permettrait d'être plus efficace, de restaurer la confiance, la légitimité. Et donc c'est un instrument puissant qu'on peut utiliser pour. Donc un droit d'un côté, de l'autre côté un instrument. Donc
là, le propos de cette communication, c'est finalement d'essayer d'examiner ces critères donc de transparence d'un point de vue des finances locales et observer finalement si on est plus dans le discours, dans la fiction que dans la réalité. Donc, la transparence, il y a plusieurs définitions. Si on prend celle du Robert, il définit la transparence en disant que c'est la qualité de ce qui laisse paraître la réalité tout entière. Péqueux, Martinet considèrent qu'on perçoit cette réalité soit de manière sensorielle, c'est-à-dire une observation, soit par une instrumentation. Dans le champ des finances publiques locales, le choix a été fait ainsi, c'est l'instrumentation notamment par un langage comptable et financier. Donc c'est la comptabilité, c'est le contrôle de gestion traditionnel, le budget, comme le budget de l'État, etc., ou la comptabilité analytique. Et donc, toute la question, finalement, c'est de savoir si ces instruments de transparence, la comptabilité, le contrôle de gestion, est-ce qu'ils permettent de rendre compte fidèlement de la réalité des finances publiques, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt un mythe, une fiction qui, finalement, n'existerait que dans et par le langage comptable et financier. Donc, pour répondre à cette question, deux parties brèves pour tenir le temps, c'est se mettre d'accord sur les critères de transparence financière. D'accord ? C'est quoi la transparence financière ? Et puis dans un second temps, finalement discuter de ces critères-là à la lumière des caractéristiques et des spécificités des finances publiques, locales notamment. Donc sur cette première partie, sur les critères de transparence financière, donc, il est généralement admis, donc quand je dis généralement admis, je passe rapidement sur les références, mais le FMI ou le législateur, par son décret de 2012 sur la gestion comptable et financière, que pour qu'il y ait transparence financière, il faut deux critères, l'exhaustivité et la fiabilité. Si on a ces deux critères finalement acceptés et validés, dans ce cas-là, on peut parler de transparence. Sur l'exhaustivité, donc ça suppose bien entendu de ne rien omettre et de reprendre tous les liens financiers qui pourraient exister entre une collectivité et puis ceux qui gravitent autour, associations, sociétés, d'accord, donc tous les liens financiers. La littérature et notamment le législateur considère que finalement ces différents critères, exhaustivité et fiabilité, on peut les atteindre si on respecte des principes comptables et principes budgétaires. Pour l'exhaustivité, il y a deux principes qui remontent à la Restauration, donc début du 19e, où on a le premier principe, c'est le principe d'unité, qui dit simplement qu'on doit tout rassembler dans un seul document, et le principe d'universalité, comptable et budgétaire, qui suppose que finalement, dans ce document-là, on cite toutes les dépenses et toutes les recettes. Du côté de la fiabilité, idem, les institutions nationales, internationales reconnaissent que finalement, c'est le principe de sincérité qui permet la fiabilité. Bon. Si on est sincère, c'est-à-dire si on applique de bonne foi les règles et procédures qui ont été prévues, et en fonction, bien entendu, de la connaissance qu'ont les responsables de la réalité, on est fiable. Alors, ces deux, finalement, ces deux critères, exhaustivité et fiabilité, et ces principes, alors j'ai oublié de le préciser, ce principe de sincérité qui est un peu plus récent, généralement on le fait remonter au décret de 1959 sur la comptabilité, on peut finalement y opposer un certain nombre de barrières, en tout cas on trouve un certain nombre de barrières. Les premières, donc je vais en citer quelques-unes pour notamment les plus importantes. Force est de constater que depuis la décentralisation, les finances publiques se sont énormément développées et complexifiées. Et donc il y a une prolifération d'acteurs publics et privés qui ont noué des relations financières, et notamment donc c'est ce qu'on appelle les satellites, et donc qui ont des conséquences sur cette capacité de ces instruments de transparence, donc de la comptabilité comme du contrôle de gestion, à laisser finalement à répliquer la réalité financière. Alors je vais en citer quelques-uns. Premier élément, donc c'est l'activité. Les instruments, la comptabilité comme le contrôle de gestion ont été pensés, ils sont anciens et fonctionnent, on va dire, assez bien sur des activités de production de biens. Or, les collectivités sont surtout axées sur une activité de prestataire de services et
malheureusement, la comptabilité et surtout le contrôle de gestion ont énormément de difficultés à répliquer, à retracer les flux entre notamment la collectivité et les satellites, les organisations qui gravitent autour. Le deuxième aspect, c'est l'ambiguïté des objectifs à cause de l'immixtion du politique. Le politique est dans les instances de décision pour finalement réussir à, j'allais dire, gouverner, en tout cas à contrôler une organisation. Il y a tout un système de compromis et donc les objectifs ne sont pas très très clairs, ce qui se traduit généralement par des mesures, donc des outputs et outcomes. Outcomes qui pourtant, on traduit parfois, en France par les impacts, qui est très compliqué à évaluer, ce qu'on appelle donc l'évaluation des politiques publiques notamment, et voire impossible pour certains auteurs. Le deuxième aspect, lorsqu'on parle de situation financière, de transparence financière, on parle donc du résultat, je viens d'en parler, mais également du patrimoine, puisque le patrimoine a une conséquence également sur la situation financière, notamment sur la rénovation des bâtiments, etc. Or, la Cour des comptes, notamment dans son rapport de 2017 sur les finances locales, pointe, on va dire, le manque de fiabilité de la comptabilité et notamment une méconnaissance des collectivités de leur patrimoine. Alors là, je peux témoigner que, par exemple, dans ma commune, où on a un budget de 35 millions d'euros par an, on n'a aucune idée de ce que l'on possède en termes de patrimoine. On ne sait pas. Bon. Et la plupart des communes en France ne le savent pas non plus. Deuxième aspect, alors il y a plusieurs raisons, je vais en citer une seule, c'est que ce patrimoine-là, généralement, contrairement aux entreprises, est difficilement valorisable et il est hors marché. Comment vous voulez évaluer des monuments historiques? Quel prix? Sur quelle base? Comment on fait? La comptabilité, le contrôle de gestion ne peuvent pas le faire, ils sont incapables, il faut un talon, il faut un élément de mesure, et ça on ne peut pas. Donc on ne peut pas retracer notamment les flux et ce qui pourrait impacter le patrimoine et la situation financière, notamment pour cette raison. Le dernier élément, c'est plutôt politique, c'est-à-dire que le processus de transparence s'inscrit dans un jeu d'acteurs qui peut donner lieu à des manipulations ou des arrangements, soit pour se protéger de la critique par rapport à l'opposition, on le voit notamment dernièrement sur la loi de finances, où on s'arrange sur le budget à venir, donc il y a des petits arrangements et la comptabilité le permet, c'est légal en plus, la comptabilité le permet, et donc on essaye de se protéger potentiellement de la critique, ou bien tout simplement parce qu'on est dans une gestion, il y a énormément d'incertitudes et que par conséquent, puisqu'il y a de l'incertitude, on est tenté parfois de garder un peu d'argent de côté sur des lignes budgétaires. Donc en conclusion, et je pense que je tiendrai le temps, parler de transparence par le langage comptable et financier semble un petit peu un abus de langage, puisqu'on oublie, lorsqu'on utilise ce vocable, d'utiliser la particule « comme si ». Donc on ne dit pas, on essaye de retracer ou de laisser transparaître les situations financières par la comptabilité et le contrôle de gestion. Et donc, au mieux, ils peuvent donner une illusion, en tout cas une impression de réalité, mais en aucun cas, finalement, la réalité. Et on s'apparente plus, là ce serait plus une discussion sémantique, à de la publicité, on rend public une visibilité, que de la transparence qui supposerait en effet un accès à la réalité. Deuxième élément, ça permet d'observer également que ce discours sur la transparence des finances publiques locales participe un petit peu, on en a parlé, les intervenants en ont parlé pour certains, à cette vision un peu scientiste de la comptabilité, du contrôle de gestion, et notamment de la quantification dans la société, le fait de tout mesurer par les chiffres. Et en considérant que cette quantification, ces chiffres-là sont plus objectifs, sont plus neutres que des interprétations et une observation directe. Donc finalement, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est sur l'utilité de cette fiction, donc du langage comptable et financier. La première qui apparaît très clairement, bien entendu, c'est le contrôle. Voilà. Le contrôle de l'État sur les collectivités territoriales, notamment vu la situation des finances publiques sur l'endettement, entre autres. Mais donc cet aspect disciplinaire,
Deuxième élément, bien entendu un peu plus politique, c'est utiliser le mythe de la transparence pour légitimer l'État qui a subi en tout cas une crise de confiance, une défiance et une crise de sa légitimité, en s'adonnant notamment à des activités un peu symboliques comme celle de la transparence. Et donc le dernier aspect peut-être également un peu plus cognitiviste, donc en reprenant donc à la suite des propos de Bentham, que de ce qui est réel, on ne peut donner aucune explication claire si ce n'est à l'aide de quelque chose de fictif. Donc on est obligé de passer par cette fiction pour expliquer la réalité. Voilà. Merci. Merci. Et je vais donc maintenant vous parler des réalités et fictions des récits des demandeurs d'asile. La demande d'asile s'articule autour d'un récit de vie qui est rédigé par ou pour le migrant et le plus souvent qui est traduit dans des conditions assez variables de professionnalisme de l'interprétariat. C'est essentiellement cette histoire qui va convaincre ou pas les autorités compétentes. En France, il s'agit de l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, puis en voie de recours, il s'agit de la CNDA, Cour nationale du droit d'asile. Compte tenu des difficultés d'investigation, l'éloignement du pays d'origine, l'impossibilité de solliciter les autorités de ce pays, la vérité qui va être établie en dernier ressort par le juge de l'asile, qui reconnaît ou pas la réalité des faits allégués dans le récit, eh bien cette vérité établie en dernier recours comporte assez souvent des zones d'ombre. S'il apparaît de façon purement statistique qu'environ les 3/4 des demandes sont rejetées, la plupart du temps les faits rapportés étant dits non établis par l'OFPRA et ensuite par la CNDA, la séparation pourtant entre réalité vécue et récit fictionnel n'est sans doute pas toujours aussi nette, y compris chez les professionnels qui peuvent vendre des récits aux demandeurs d'asile et qui se fondent souvent sur un cadre plausible, certains parvenant même à faire gagner, entre guillemets, leurs clients et ainsi à transformer la fiction produite et parfois payée en vérité juridictionnelle. La question principale qui sera posée ici sera de comprendre comment les récits parviennent à performer et à porter des effets essentiellement juridiques dans la vie dite réelle. Pour ce faire, je m'appuierai essentiellement dans cette contribution sur ma propre expérience de juge assesseur à la CNDA représentant le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies et sur les travaux de professionnels qui sont à la fois des chercheurs comme Hélène Isnar, Jérôme Valuy et Smaïn Lacher. Je me fonderai aussi sur la restitution d'une table ronde très récente, puisqu'elle a eu lieu le 28 mars dernier, qui était organisée par Areco et France Terre d'Asile à Paris. Et cette table ronde s'intitulait « Le récit du demandeur d'asile, de l'émission à la réception, regard croisé des acteurs de l'asile sur la place du récit dans la procédure et l'examen des demandes d'asile ». Et j'utiliserai également l'interview d'un rédacteur de récit. Premier élément que je vais examiner ici, le récit en tant que pièce centrale de la demande d'asile. Le récit, appelé officiellement administrativement récit, c'est l'histoire écrite de façon très formelle dans le dossier administratif de demande d'asile adressé à l'OFPRA. C'est le récit de la personne qui souhaite obtenir une protection, soit un statut de réfugié sur la base de la Convention de Genève, c'est-à-dire pour des motifs politiques, religieux, ethniques ou d'appartenance à un groupe social, soit qui vise une protection que l'on appelle subsidiaire, notamment pour des motifs de persécution par des autorités non étatiques, comme par exemple des groupes mafieux, ou alors en cas de violence aveugle ou généralisée.
Ce récit, pour performer, c'est-à-dire pour que le demandeur obtienne une protection internationale, doit donc mettre en avant des faits montrant les persécutions subies ou risquées et donc ainsi indiquer les craintes du demandeur en cas de retour dans son pays d'origine. Ce récit est-il vrai ou fictif? Telle est la question principale qui va être posée à l'OFPRA et en cas de rejet de la demande et donc de recours au juge de l'asile. Votre récit n'a pas été considéré comme crédible par l'OFPRA. Nous allons donc vous poser un certain nombre de questions. C'est par exemple ce que déclare de façon inlassable un président de formation de jugement en débutant systématiquement les échanges qu'il a en audience avec le requérant. L'essentiel du travail des autorités va effectivement être de tenter, mais seulement de tenter, de démêler le vrai du faux, de retracer le parcours de vie du migrant, en particulier en prenant en considération des connaissances d'ordre géopolitique qui permettent de mieux comprendre le cadre de vie du demandeur d'asile, mais aussi ce que sait justement le demandeur d'asile sur les éléments qu'il évoque, comme par exemple l'engagement politique ou la religion qu'il dit avoir et qui peuvent lui avoir causé des soucis dans son pays d'origine. Mais il s'agit aussi de tester pour les autorités la cohérence du récit, un élément très important pour tester cette cohérence étant la chronologie des événements qui sont rapportés. Pour simplifier un petit peu les choses, bien que souvent les récits soient constitués de mélanges d'éléments crédibles et de faits plus douteux, la trame du récit est soit une autobiographie axée autour des problèmes du demandeur d'asile rencontré dans son pays, soit un récit fictionnel rédigé pour les besoins de la cause. Le fait est que, quelle que soit sa nature, réelle ou fictionnelle, ce récit va emporter immédiatement des effets concrets dans la vie du demandeur d'asile, avant même son analyse par les autorités compétentes. Deuxième point donc que j'aborderai ici, les effets immédiats du récit dans la réalité administrative. Quand le demandeur d'asile fait sa demande, il déclare tout d'abord une identité, un âge, une nationalité, une religion, et fréquemment, il n'a pas de documents qui peuvent attester de cette identité. Les personnes qui fuient leur pays, en déclarant éprouver des craintes de persécution, peuvent en effet légitimement affirmer qu'elles sont parties sans papier. Et même quand il y a des pièces d'identité, celles-ci peuvent être des faux ou des vrais faux, à savoir des pièces authentiques mais obtenues par corruption, ou alors des pièces authentiques mais concernant d'autres individus. Or, ces déclarations d'identité des demandeurs d'asile vont emporter des effets immédiats. Leur identité déclarée, jusqu'à preuve du contraire, est présumée être la bonne. Si cela ne pose pas de problème quand l'identité est véritable, cela peut entraîner évidemment des effets importants, voire sur le long terme, quand les données fournies sont inexactes. On pourrait donner une multitude d'exemples, un exemple parmi bien d'autres. Si un couple de Mongols se déclare chinois pour les besoins de la demande d'asile, puisqu'il y a plus de persécutions pour les Mongols de nationalité chinoise que pour les Mongols de Mongolie, et que ce couple de Mongols a un enfant qui naît en France, en l'absence de tout document d'identité rapporté par ce couple de Mongols, l'acte de naissance pourra indiquer, et dans les faits indiquera, que les deux parents sont chinois. Un acte d'état civil français consacrera ainsi le récit fictionnel qui connaîtra dès lors une performativité d'une grande intensité en dehors même de la demande d'asile. Le récit fictionnel crée donc dans ce cas, pour ainsi dire, une réalité administrative et juridique. Dernier point que j'aborderai ici, les effets sur le long terme dans la vie des migrants. Et je m'y attarderai un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contentieux de l'asile en France et dans bien d'autres pays où il y a des demandes d'asile, le contentieux de l'asile en France est un contentieux de masse. La Cour nationale du droit d'asile rend ainsi chaque année des dizaines de milliers de décisions qui confirment, ou alors la plupart du temps infirment, les récits des demandeurs d'asile. Or,
Or, ces vérités juridictionnelles sont évidemment imparfaites. Et à l'issue de l'examen du dossier tout au long de la procédure, après avoir examiné les différentes pièces qui sont produites, après, au niveau de la juridiction, avoir écouté les plaidoiries des avocats, et surtout, l'élément central, les auditions des demandeurs d'asile, le doute persiste régulièrement. S'agit-il d'un vrai opposant? Est-il originaire de tel ou tel village du Darfour? Est-il homosexuel? Cette prostituée a-t-elle quitté ou pas le réseau qu'il exploitait? Les questionnements ne sont donc pas toujours résolus de façon définitive lors de l'expertise qui a été réalisée par l'OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, le récit va performer sur la conviction des personnels engagés dans l'analyse, donc des hauts fonctionnaires de l'OFPRA et des juges, bien sûr en fonction de l'ensemble des éléments qui vont être examinés, mais aussi par rapport à des opinions et des expériences vécues par les experts. Ces expériences qui leur permettront de croire ou pas au récit qui est présenté. Or, sachant qu'il s'agit d'un contentieux de masse, l'instruction est relativement limitée et le temps pour l'examen de chaque dossier est donc assez bref. Nous ne sommes pas aux assises où le jury, après des mois, voire des années d'instruction, délibère au terme d'une procédure longue qui, même si cette procédure n'évite pas systématiquement les erreurs judiciaires, permet quand même de croire que le nombre des erreurs est limité. Comme l'a montré récemment Christiane Beignet, l'un des objectifs essentiels de la procédure aux assises est d'aboutir aux aveux de la personne mise en examen. Pour la demande d'asile, si très occasionnellement, très rarement, des individus peuvent déclarer à un moment de la procédure avoir menti et produit un récit qui ne correspond pas du tout à la réalité, cela est effectivement très très rare et la plupart du temps, pour éviter une expulsion vers leur pays d'origine et en espérant parfois un réexamen de leur demande, le récit est maintenu, voire modifié, mais le récit, la trame principale du récit qui met en exergue des persécutions encourues dans le pays d'origine est maintenue. Et donc, au-delà même de la réponse du juge de l'asile, majoritairement négative, ce récit va pouvoir continuer à performer. Pour reprendre le cas de nos faux Chinois, mais on pourrait aussi parler de faux Mauritaniens, faux Érythréens, etc., le juge de l'asile n'ayant pas la compétence de déterminer la nationalité, eh bien, ce récit va continuer à avoir des effets et, par exemple, la plupart du temps, empêcher une éventuelle reconduite à la frontière. Surtout, compte tenu des difficultés des procédures de ce contentieux de masse, qu'on veut encore aujourd'hui accélérer, c'est l'objet principal de l'actuelle réforme voulue par le gouvernement, qui n'est pas forcément très judicieuse, mais nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Compte tenu donc du fait qu'il s'agit d'un contentieux de masse et que la procédure est déjà courte et que l'on veut l'accélérer, on peut sérieusement faire l'hypothèse que sur les dizaines de milliers de demandes examinées chaque année, les autorités peuvent se tromper pour un nombre non négligeable de cas. Comme le rappelle Smaïn Lacher dans son livre récent « Croire à l'incroyable », et nous recevrons Smaïn Lacher au CNAM le 31 mai prochain pour le séminaire « Les métiers de l'asile », Smaïn Lacher dit « Il faut que les juges se forgent une opinion alors que les faits supposés se sont déroulés à des milliers de kilomètres, sans véritable témoin ni preuve, et dans un contexte de spécificité religieuse, culturelle ou linguistique que seuls des anthropologues de terrain pourraient appréhender. Comment savoir ce que furent réellement les épreuves subies par les requérants quand les femmes tairont, en particulier, les violences dont elles ont été les victimes ? Que les réfugiés racontent souvent un même récit dont d'autres requérants, d'autres demandeurs d'asile donc qui sont passés par là auparavant, leur ont dit que c'est celui-ci, ce récit, et pas un autre, que les juges attendent
et entendent. Finalement, le récit fictionnel, pour celui qui l'a allégué et a obtenu grâce à lui une protection internationale, pourra donc parfois être payant et performera. Certains vendeurs de récits fictionnels peuvent d'ailleurs appâter le client en mettant en avant ces bons résultats qui sont aussi connus souvent dans les communautés, dans les associations. Ces récits pourtant, qui performent, donc basés sur un récit fictionnel, emportent certes des effets très positifs sur la régularisation des situations administratives des migrants et de leurs familles, dont certains deviendront citoyens français quand la demande est effectuée en France, mais pourtant d'autres effets plus délicats peuvent aussi être mis en évidence. Se tenir toute sa vie avec sa famille à un récit fictionnel peut emporter des troubles d'ordre psychologique. Quand on doit tout le temps vivre en permanence avec les autres, avec un âge, une identité, une origine, un engagement qui ne correspondent pas à sa réalité et qu'il faut maintenir ce discours tout au long de sa vie, cela peut être, d'un point de vue psychologique, sur le plan humain, très compliqué à vivre. Et parfois, des années après, la personne réfugiée qui a obtenu un statut grâce à un récit fictionnel révèle la vérité car elle n'en peut plus, elle ne peut plus vivre dans le mensonge et dans le mensonge dans lequel elle a pu impliquer ses proches et notamment sa famille. Cependant, les effets les plus regrettables pour les migrants sont à noter justement dans l'hypothèse inverse. C'est-à-dire quand le récit, pourtant fondé sur le parcours de vie du demandeur d'asile, n'est pas parvenu à emporter la conviction des autorités. C'est-à-dire quand finalement, c'est la réalité qui devient juridiquement une fiction. Quand l'OFPRA, puis la CNDA en France, considèrent non établis les faits allégués par le demandeur, et donc que le demandeur n'a pas droit à une protection. J'aurais tendance, à titre personnel, à penser, sans aucun élément de preuve ni donnée quantitative, et pour cause, que les autorités, en général, se trompent plus fréquemment dans un sens favorable aux migrants, c'est-à-dire que la fiction devient réalité. Très souvent, on dit que le doute doit être pris en considération en faveur du demandeur, que dans un sens défavorable. Cependant, je suis convaincu que dans un nombre non négligeable de cas, le récit fondé sur des éléments réels ne performe pas. Pour quelles raisons ? En dehors des compétences des experts qui examinent ces demandes, et je m'abstiendrai de commenter la compétence des experts, j'évoquerai deux principales raisons. Premièrement, le récit peut s'être enrichi d'éléments fictionnels qui vont faire écrouler l'ensemble de l'histoire suivant une théorie éminemment contestable dite du château de cartes. À partir du moment où un expert repère un élément qui ne tient pas, il va dire bon, tout ça, ça ne tient pas. Or, souvent, ces éléments surajoutés ont été inspirés malencontreusement de pseudo-experts ou de compatriotes et donc vont nuire finalement à la performativité d'un récit fondé sur un parcours réel. Deuxième motif, ce sont les difficultés intellectuelles du demandeur d'asile à être un producteur et vecteur efficace de son propre récit. Une prime semble toujours devoir être donnée à la personne qui en général a bénéficié d'un certain niveau d'instruction, qui est à même de relater son parcours, de dire ce qui est attendu par l'expert, alors que la personne qui n'a pas le vocabulaire, la précision attendue par les autorités, peut avoir du mal à faire valoir son parcours, quand bien même ce parcours est réel et pourrait permettre l'octroi d'une protection internationale. Pour terminer, il convient de bien insister sur le fait que l'on doit impérativement éviter en la matière tout jugement hâtif, tant sur les parcours des migrants demandeurs d'asile que sur l'efficacité des procédures. Toutefois, ce domaine d'étude m'a semblé vraiment passionnant quand on se propose, comme c'est le cas aujourd'hui, de réfléchir sur les relations entre fiction, réalité et récit, car dans les faits concrets, cet exemple démontre bien que la fiction peut
peut devenir réalité, mais aussi de façon plus tragique, que l'inverse est également possible. Je vous remercie. Et nous allons donc poursuivre avec Rufin Nzalankada. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ici pour vous parler d'une autre catégorie de fiction. Alors, dans un premier temps, je partage avec vous que la fiction n'est pas seulement que littéraire. Il existe une autre catégorie de fiction, moins investie, moins analysée, qui se rapproche des mondes réels. Donc, il s'agit ici de la fiction pharmaceutique que j'analyse sous le prisme performatif. Alors, en ce qui concerne cette fiction, je l'appréhende, je l'analyse sous l'angle de la triche et du mensonge. Alors, pour ce faire, vous avez compris que le champ qui m'intéresse, c'est l'industrie pharmaceutique. Au niveau de l'industrie pharmaceutique, j'ai identifié deux types d'acteurs. Le premier type d'acteur, c'est la Big Pharma, c'est-à-dire la grande entreprise pharmaceutique. Le deuxième acteur qui m'intéresse, c'est le lanceur d'alerte. Et je vais illustrer mes propos par des exemples concrets que je vous présenterai bien sûr au cours de cet exposé. Alors, je rappelle qu'ici, nous sommes dans la catégorie comment comment ces acteurs-là utilisent la fiction au niveau de la pharma, au niveau de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est ma problématique qui est affichée là. Alors, en ce qui concerne le premier acteur, donc la Big Pharma, l'industrie pharmaceutique, donc j'ai illustré par ce graphique, donc là vous avez les différentes affaires de scandales sanitaires. Alors, plus précisément, il y a trois types d'affaires de scandales sanitaires qui m'intéressent, que j'aborderai au cours de cet exposé. C'est l'affaire Vioxx, vous vous souvenez, je pense, de cette affaire. L'affaire du Mediator, bon, j'aborderai légèrement l'affaire PIP, en fait l'affaire des prothèses mammaires. En ce qui concerne le deuxième type d'acteur, effectivement, je mettrai en évidence les deux lanceurs d'alerte concernant, en fait, pour la première lanceur d'alerte concernant l'affaire du Mediator. Donc, il s'agit de la pneumologue, comment ça s'appelle, en fait, Madame Irène Frachon, qui avait révélé, qui avait signalé le médicament Mediator, en fait, les effets qui étaient dissimulés, les effets qui étaient, en fait, que la grande entreprise pharmaceutique avait dissimulés. Donc, c'était via ces recherches qui avaient signalé cette fraude. Et je vous parlerai également du professeur Eric Topol, qui est un cardiologue. Donc, en ce qui concerne la porte d'entrée que j'ai choisie pour aborder cette problématique autour de l'usage de la friction pharmaceutique, j'ai adopté la posture épistémologique. Donc, j'ai montré que la fiction ici, en fait, la question qui m'intéresse, ce n'est pas la définition de la fiction, mais ce qui m'intéresse, c'est la posture que ces différents acteurs adoptent pour inventer la fiction, pour la diffuser, pour la communiquer au niveau de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est la posture épistémologique qui m'intéresse. Alors, comme j'ai dit au départ que nous sommes dans la catégorie usage de la fiction pharmaceutique, donc là, j'ai proposé les différents modes, les différentes modalités de l'usage de la fiction. Donc, vous en avez 5, pardon. Donc, il s'agit des modalités que j'ai puisées dans la littérature sur la fiction, et notamment sur les travaux des auteurs
que j'ai cités, donc gréement et puis collaïne. Alors, en ce qui concerne la première modalité, donc il s'agit de montrer comment les deux acteurs que j'ai donc mentionnés au début de mon exposé interviennent au niveau de la pharma, au niveau de l'industrie pharmaceutique. Donc, la deuxième modalité qui m'intéresse, c'est la construction de la fiction. Donc ici, je vais montrer par exemple que la fiction peut devenir une réalité. Alors c'est le cas du médicament Mediator, c'est le cas du médicament Vioxx. La troisième modalité qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc la fiction, le processus de construction de la fiction aboutit à un résultat. La quatrième modalité, c'est que l'industrie pharmaceutique n'est pas faite uniquement des processus, mais aussi des récits, des mythes. Donc, je résume cette modalité par la narration. Donc, c'est l'élément 4. Enfin, le dernier élément, c'est tournant autour de l'illusion cognitive. Donc, la fiction diffuse, véhicule une représentation, en fait, qui sont des croyances, une certaine idéologie. Donc, en ce qui concerne le résultat, voilà, donc j'ai synthétisé un peu les choses. Donc, l'usage de la fiction, c'est un processus d'enrôlement des acteurs et c'est une sorte, à la fin, c'est une sorte de dissimulation des effets médicamenteux. Alors, en ce qui concerne les médicaments Vioxx, alors ce qu'on peut dire, je ne vais pas tout lire, peut-être le troisième point. Donc le laboratoire avait soumis dès les années 90 à l'agence américaine du médicament et aux agences européennes des résultats qui étaient biaisés dans le rapport qui était soumis à la commission qui a cette mission de réaliser les études, les essais cliniques. Donc le rapport, il était biaisé. Donc là aussi, vous avez une sorte de dissimulation. Donc à la fin, le dernier point met en évidence les propos tenus par une ancienne cadre de ce laboratoire qui dit que j'étais vraiment scandalisé parce que le laboratoire n'a pas cette... en fait, elle était scandalisée au peu d'attention que le laboratoire portait à la vie humaine. En fait, ils étaient préoccupés essentiellement par les questions d'ordre financier. Alors, en ce qui concerne le deuxième médicament qui m'intéresse, le médicament Mediator, donc là aussi, vous voyez que c'est une sorte d'enrôlement. Donc la Big Pharma a réussi à enrôler tous les acteurs de la chaîne du médicament. Parmi ces acteurs, vous avez le gouvernement lui-même, vous avez l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, vous avez la Haute Autorité de santé qui était aussi enrôlée. Même le Sénat, voilà, était enrôlé. Les professionnels de santé, les malades, tout le monde était enrôlé. Voilà, donc vous voyez que la fiction, c'est une réalité, en fait, peut prendre cette apparence d'une réalité biaisée. Alors, là aussi, je vais synthétiser. Donc, en ce qui concerne ma contribution, l'approche que je vais proposer dans le cadre de cette contribution, c'est une approche... c'est l'approche théorique de l'usage de la fiction en termes de monde possible. Alors, dans un premier temps, j'ai emprunté la définition de l'avocat, qui dit que la critique contemporaine a parfois rapproché la notion de fiction de celle de monde possible. Alors, il définit le monde possible comme une alternative concevable au monde réel. Et donc là, l'approche que je propose dans cette contribution s'articule en deux temps. Donc dans un premier temps, je parlerai du monde caché, qui est une certaine opacité. Et dans un deuxième temps, je parlerai du monde dissimulé, tout en faisant la différence entre le caché et le dissimulé. Enfin, le dernier monde, le troisième monde, concerne le monde révélé, ce qu'on appelle la controverse, ou encore le monde incertain, qui est construit à partir de la subjectivité du lanceur d'alerte. Alors, pour creuser un peu cette notion de monde alternatif, j'ai emprunté des éléments dans la littérature. Donc, dans un premier temps, je dirais que la fiction est une réalité biaisée, bien entendu, et quand je me situe du côté de la Big Pharma, il s'agit de la fraude pharmaceutique. Quand je me situe de l'autre côté, alors il s'agit des révélations, c'est-à-dire des alertes qui sont données
par rapport aux médicaments frauduleux ou encore aux dispositifs médicaux qui circulent dans la société ou à l'échelle nationale ou transnationale. La deuxième dimension que j'évoque ici, c'est le processus narratif. Je fais un peu la différence entre la narration et le discours et le récit. Alors, comment je définis la narration? Alors, pour la Big Pharma, je me positionne dans le storytelling. Et je la définis en empruntant la définition de Benjamin Beru, qui dit que le storytelling, c'est une machine à fabriquer des histoires et à formater des esprits. En ce qui concerne le discours, j'ai emprunté la définition de Benveniste, donc, qui définit le discours comme étant toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur. Chez le premier, l'intention d'influencer l'autre en quelque manière. Et enfin, en ce qui concerne le récit, donc, il s'agit d'un élément générateur de sens, qui génère du sens réel des faits que véhicule cette production écrite ou orale qui est le discours. Et enfin, le dernier point, en ce qui concerne mon approche, je la positionne dans les travaux sur la performativité. Et donc là, j'ai choisi la métaphore calonienne, donc de Michel Callan, et puis d'Austin. Donc la métaphore calonienne de Michel Callan va me permettre d'expliquer, de montrer que la fiction peut avoir une dimension matérielle dans un premier temps, tandis que Austin va me permettre d'expliquer la dimension, la pragmatique, linguistique de la fiction. Donc, pour conclure, donc là vous avez tous les éléments que je vais proposer dans le cadre de cette communication. C'est une approche pragmatique de la fiction qui est fondée sur deux parties. Donc la première partie met en évidence les deux registres, et tandis que la dernière partie concerne les différentes modalités d'usage de la fiction. Donc en ce qui concerne ces deux registres, vous avez la dimension matérielle de la fiction, que j'ai nommée le faire-faire, et vous avez aussi la deuxième dimension, donc la dimension linguistique et discursive de la fiction, que j'ai nommée le faire-dire. En ce qui concerne la première dimension, donc là je montre que la fiction est une réalité observable, et là ça me permet de positionner mes travaux dans la relation entre le concepteur de cette fiction, en ce qui me concerne le médicament ou le dispositif médical, et l'utilisateur qui va utiliser ce médicament. En ce qui concerne le faire dire, et là, je me positionne dans une autre échelle, qui est l'échelle qui met en relation le locuteur et l'auditeur, le récepteur du discours. Alors, pour illustrer tout ce que je suis en train de dire par rapport aux deux acteurs que j'ai, qui m'intéressent dans le cadre de cette contribution, alors chez la firme pharmaceutique, c'est faire et se faire dire, se faire et faire dire s'articule dans un processus d'enrôlement des acteurs de la chaîne du médicament. Donc vous avez tous les acteurs à tous les niveaux qui sont enrôlés. Le premier niveau, vous le savez bien, c'est la recherche. Le deuxième niveau, ce sont les essais cliniques. Le troisième niveau, ce sont des acteurs qui composent la communauté, des acteurs qui octroient, qui donnent les autorisations de mise sur le marché. Vous avez les acteurs de la production, etc. Même les utilisateurs, les professionnels de santé, tout le monde est enrôlé. Et donc là, en ce qui concerne cette dimension, on se positionne, en fait, on est dans l'illusion de la transparence. Donc une entreprise qui refuse de dire réellement ce qu'elle fait, en communiquant des informations biaisées. Donc en ce qui concerne le lanceur d'alerte, qui va finalement forcer cette transparence, donc là aussi, on a le faire et le faire dire d'un autre registre qui s'articule effectivement dans un processus d'enrôlement fondé sur la mobilisation des économies de l'affection. Alors, qu'est-ce que j'entends par les économies de l'affection? J'entends par les économies de l'affection cette souffrance éthique du lanceur d'alerte. On l'a vu avec Madame Irène Frachon par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à son expérience, étant donné le contact qu'elle avait avec les patients. Et donc, finalement, elle s'est
elle s'est engagée elle est partie jusqu'au bout par rapport à cette fiction pharmaceutique que la Big Pharma avait proposée. Voilà. Donc, en ce qui concerne la deuxième partie de mon approche que je vais proposer, donc vous avez les 5 usages de la fiction pharmaceutique que je résume effectivement en 5 points dont je viens de mentionner. Et le premier point, ça concerne l'intervention sur le réel, c'est-à-dire au niveau de l'industrie pharmaceutique. Vous avez le deuxième point, c'est la construction de la réalité, qui est un processus d'innovation, qui est un processus d'invention et ensuite de l'innovation thérapeutique, parce que l'invention et l'innovation, ce n'est pas la même chose. On invente et ensuite vous aurez une diffusion au niveau de l'industrie pharmaceutique. Le troisième point, c'est le résultat, tout simplement, c'est-à-dire c'est le produit fini de ce processus d'invention, qui est le médicament ou le dispositif médical. Et enfin, vous avez le discours tenu, en fait, le quatrième point, le discours tenu par la grande entreprise pour endormir, pour enrôler, etc. Et enfin, vous avez le formatage cognitif. Voilà, vous avez des représentations biaisées qui sont diffusées. Et donc là, c'est l'illusion cognitive. Donc, je vous remercie de votre attention. Eh bien, il nous reste un peu de temps pour un premier échange. On a en gros un bon quart d'heure avant le déjeuner. Nous aurons ensuite une autre session en fin de journée. Est-ce qu'il y a déjà, sur les interventions, les communications qui viennent de vous être présentées, ou sur celle de la première session de ce matin, des réactions, des questions, des interpellations? Ah, je vois Olivier Vidal, qui est maître de conf Errance au LIRSA au CNAM. Conférence, c'est un mot qu'on peut couper en plusieurs morceaux. C'est une question pour Benoît Petit-Prêtre sur Max Havelaar, et je me demandais dans quelle mesure on ne pouvait pas aussi... je ne sais pas comment poser ma question, mais c'est-à-dire que des personnages de romans qui inspirent ensuite des actions réelles, je pense à Robin des Bois, à Anonymous, etc. Il y en a d'autres, et je me demandais si jamais un prolongement de vos travaux, ça ne serait pas justement de faire le lien, en quoi Max Havelaar est différent des autres dans sa construction, enfin, dans ce rapport entre réalité et fiction. Voilà, mais c'est vague comme question. Ouais, c'est une remarque très, très intéressante. C'est vrai qu'on est passé, même si j'ai débordé, je suis passé assez vite sur le roman Max Havelaar, parce que ce qui est frappant, ce qui interpelle dans le passage du roman au label, en fait, c'est que finalement, on ne conserve que le nom du héros. Et alors que le héros lui-même, dans le roman, il est beaucoup plus compliqué, il est beaucoup plus ambigu que ce que finalement apparaît par la suite dans le label, qui laisse croire un petit peu, laisse apparaître l'image d'un héros assez lisse. Et ce qui a été fait d'ailleurs, ça a été lissé, même ça n'a pas été fait on va dire, dès le début par Max Havelaar, le label. Il a fallu plusieurs étapes, on va dire, avant d'arriver à l'étape actuelle où on est sur une approche purement commerciale, en fait, une utilisation commerciale du logo. Donc ça pourrait être effectivement une interrogation qu'on pourrait se poser sur d'autres héros, voir si dans l'utilisation qui est faite. Alors c'est dommage, on avait d'autres interventions qui auraient peut-être été qui aurait complété la nôtre, puisque c'était sur les récits de Marc. Mais on peut avoir une interrogation comme ça, en se demandant si, dans d'autres cas, on conserve les qualités, l'histoire du héros, ou bien si, au contraire, on s'appuie juste sur une image un petit peu générale, globale, ce qui est le cas dans Max Havelaar. Parce qu'il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a dit et que ce qui est retracé dans le label, en fait.
Didier Reynaud, je travaille aussi sur le commerce équitable, c'est pour ça que je voulais rebondir. Du coup, ma question est toujours adressée aux mêmes personnes, désolé pour les autres intervenants. Moi, je m'interroge sur... alors, Max Havelaar, on parle souvent aussi d'un mythe consommateur, c'est un terme qui a été employé dans pas mal de thèses. Et mon interrogation que je vous adresse, c'est au contraire, pourquoi des héros réels, notamment l'Abbé Pierre pour Artisans du Monde, enfin je suis salarié chez eux, mais donc j'ai un peu mon idée là-dessus, mais je voudrais avoir votre avis, et d'autres héros avec des guillemets qui ont aussi créé les termes commerce équitable, y compris en anglais aux États-Unis, et avant la résurgence, on va dire, utilisée par l'association Max Havelaar. Donc, je pense à Josiah Warren ou Owen. Pourquoi ces héros-là, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, ces figures réelles, du coup, ne sont pas utilisées, et pourquoi on ne communique même pas sur elles? Voilà. Merci. Merci, c'est effectivement aussi très intéressant comme question. Peut-être parce que justement, ils sont encore vivants ou proches de nous, et que au moment où a été créé le label Max Havelaar, en utilisant peut-être une figure lointaine, comme ça on pouvait s'appuyer sur finalement un récit comme ça que les gens aux Pays-Bas pouvaient avoir en tête, mais sans mettre un contenu dessus. Et puis en France, ce qu'on constate, nous, c'est que quand on interroge des gens, il n'y a pas de Max Havelaar, ça n'évoque pas le roman, en fait. Et donc je pense que l'intérêt que ça représentait, c'était d'utiliser quelqu'un qui peut plus répondre, en fait, quelqu'un qui pourra pas contester finalement l'utilisation qui est faite, parce que je suis pas sûr que utiliser effectivement l'abbé Pierre, il aurait été complètement en phase avec ce qui est devenu le commerce équitable, justement. Donc, pardon ? Oui, tout à fait, avec les artisans du monde, les boutiques, les boutiques. Et c'est justement, c'était un peu l'objet de la conclusion, c'est que Max Havelaar, c'est devenu un peu le récit des vainqueurs. On identifie en France le commerce équitable à Max Havelaar, alors que c'est un mouvement bien plus ancien qui remonte à... il y a plein d'origines, tiers-mondistes, religieuses, caritatives. Et voilà, tout ce mouvement, il a été recouvert finalement, recouvert par une autre histoire, celle de Max Havelaar. Oui, bonjour. Moi, ma question s'adressait surtout à Hamid Bachir Ben Daoud concernant son intervention donc sur les finances locales, la transparence des finances locales. Je partage beaucoup des choses que vous avez dites, mais je me demande si on ne peut pas radicaliser encore plus les choses sous l'angle suivant. Vous avez dit la difficulté pour les finances locales, c'est que ce sont des prestations de services en quelque sorte, et qu'il y a toujours une difficulté en comptabilité pour évaluer. Bon. En fait, il me semble quand même que la comptabilité arrive assez bien à évaluer les prestations de services, mais à une condition, c'est que ces prestations passent par un marché et pour lesquelles il y a un prix. Et là, je pense que la difficulté qu'il y a avec les finances locales, c'est le prix. Et ça renvoie, alors là, il faut aller peut-être, ça renvoie à la question de ce que j'appelle, ce qu'un auteur beaucoup plus a pu évoquer, qui est la question de la loi de la valeur, c'est-à-dire comment, dans un système capitaliste, puisque c'est dans ce cadre-là évidemment que les finances locales interviennent, comment les prix sont évalués, comment est-ce que ça reflète une valeur, etc., quel est le contenu de la valeur et tout. Et là, la difficulté, c'est que des finances locales, donc des mairies, etc., ne relèvent pas d'une intervention de vente de biens, etc., ou de prestations de services sur un marché. Donc, est-ce que le problème ne renvoie pas plutôt à une tension qu'il y a entre des organismes qui ne sont pas des organisations capitalistes,
le fait qu'elles interviennent dans un milieu capitaliste avec des modes d'évaluation qui sont capitalistes. Il n'y a pas nécessairement de critique péjorative là-dessus sur le terme capitalisme, mais enfin, c'est quand même une caractérisation. Alors, est-ce que dans des pays qui ont essayé de rompre avec l'économie de marché et le système capitaliste, il n'y a pas eu des tentatives quand même d'évaluation? Est-ce que toute évaluation renvoie nécessairement à une analyse en termes de marché et en termes de recherche de rentabilité, etc. Ou est-ce qu'il peut y avoir des évaluations qui renvoient à autre chose? Et ça, c'est une première question. Deuxième question, est-ce que c'est impossible de faire de telles évaluations quand on est en tension avec la recherche de rentabilité, etc. Est-ce que ça ne conduit pas à des aberrations comme ce qu'on rencontre, alors on n'y est pas encore dans les finances locales, mais ce qu'on a rencontré à l'hôpital? On a voulu justement mesurer l'efficacité des hôpitaux avec la fameuse tarification à l'activité, sur laquelle on est en train de revenir et qui conduit à de totales aberrations. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas évaluables, ou alors il faudrait qu'elles soient évaluables du point de vue des actionnaires, etc., ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsqu'on raisonne sur des institutions publiques ou sur des organismes sociaux. Voilà. Merci pour vos remarques et vos questions. En effet, donc on se rejoint sur un certain nombre de points. Alors c'est vrai qu'on a 10 minutes, donc j'ai taillé un petit peu, mais pour la première partie concernant en effet ce mécanisme des prix, on peut même aller encore même un peu plus loin, et puis je vous rejoindrai sur un certain nombre d'aspects. La comptabilité, vous le savez, enfin, pour un certain nombre, repose sur un certain nombre de principes, et ce principe du coût historique, où on peut se poser des questions, donc je le traduis assez simplement, c'est-à-dire que on considère une organisation, publique comme privée, que finalement, donc la comptabilité enregistre les flux, ce qui entre et ce qui sort, et qu'un bien, un actif, un bien, vaut ce que finalement le prix qu'on a payé à l'achat. Derrière, c'est tout le problème de la réévaluation d'un actif ou d'un bien. C'est-à-dire, est-ce qu'il prend de la valeur ou pas? En l'occurrence, là, pour les finances publiques, il n'y a pas de réévaluation. Or, si on prend le cas de l'immobilier ou autre, et il y a un certain nombre de communes qui détiennent de l'immobilier, les prix fluctuent et parfois prennent de la valeur, et il n'est pas réévalué. Bon, donc déjà, il y a un premier problème qui est juridique. Alors je le positionnerai sur une tension entre le droit et l'éco. C'est-à-dire que le droit nécessite un cadre précis pour contrôler les finances publiques. On a besoin de ça. Donc normaliser finalement les pratiques et permettre un contrôle derrière. Et l'économie, ou la réalité économique et financière qui est fluctuante, où on a des bâtiments sur Paris qui ont donc pris énormément de valeur et finalement qui ne sont pas réévalués par rapport à un autre principe qui est le principe de prudence. Donc le mécanisme du prix sur les évaluations, c'est vrai que par rapport aux finances publiques, ça pose beaucoup de problèmes. D'autant plus qu'on n'a pas la même logique qu'une organisation privée. Donc je suis passé assez rapidement sur les spécificités en effet des collectivités territoriales ou des finances publiques, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même logique, on n'a pas un actionnaire, on a des parties prenantes diverses, une ambiguïté des objectifs, entre autres, et donc finalement même ce concept de valeur, d'évaluation, mais valeur pour qui? Est-ce que c'est pour l'actionnaire, le citoyen, l'État? Et tout ça dans un contexte de pression financière incroyable, d'endettement financier, où il y a eu un plan de 2014 à 2018, mais ça a l'air de se continuer, une baisse des dotations de l'État vers les collectivités donc territoriales. Pour ma commune, c'est moins 2 millions par an. C'est pas mal. Hein. Et donc, on est même tenté,
Voilà, faut pas que ça sorte d'ici. On est tenté de jouer avec des chiffres parfois parce qu'on a un objectif finalement d'équilibre des sections, enfin d'équilibre budgétaire. Et donc, voilà. Donc il y a en effet différents aspects. Il y a le droit qui, sur certains aspects, nécessite une stabilité avec des principes qui remontent au 19e siècle et une réalité économique qui est mouvante, qui pose un certain nombre de questions. Un contexte financier oppressant qui pousse en effet les organisations qui ne sont pas des organisations privées, qui ne visent pas à faire des profits, finalement à agir un petit peu comme telles. Bon, ça c'est un petit peu la modernité, entre autres. Donc là, je pourrais continuer encore, mais je passe là-dessus. Sur le deuxième aspect, donc je vous rejoins totalement sur cette logique de marché et de valeur et de prix, sur des collectivités territoriales aujourd'hui, et sur en effet les marchés publics, le fonctionnement des marchés et l'évaluation même, où il y a toute une logique, on parlait de commerce équitable tout à l'heure, et notamment une logique de consommer proximité, notamment vous voyez, le commerce local ou les filières courtes. Il faut savoir que les collectivités, elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit puisqu'il y a un code des marchés qui leur impose, donc le droit encore une fois, qui leur impose de passer par des marchés où vous allez avoir finalement des entreprises pour des normes, et on en a énormément, où on ne peut pas appeler finalement, faire recourir aux petits agriculteurs du coin pour les cantines de la ville. Oui. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Juste, moi, je me pose une question très empirique. Comment ça se passe, toutes les questions que tu as soulevées, comment les traite-t-on en Belgique, au Canada, en Suisse, en Suède? Je suis persuadé que cette problématique capitaliste qui fait si peur en France, d'autres pays qui vivent dans des logiques de marché, dans des économies de marché, les abordent. Comment ont-ils fait? Parce que ce que tu soulèves là semble être un problème insoluble sur lequel phosphorent des centaines et des milliers de chercheurs à Bercy et dans les universités en France depuis des dizaines d'années. Comment fait-on à l'étranger? Je vais maigrir avant de manger. Alors, brièvement, moi je vais parler de mon expérience personnelle et par rapport à ce que je connais, très humblement, sur les marchés, notamment sur les marchés publics et autres. Il y a des logiques en effet qui sont un petit peu différentes ailleurs. Moi j'identifierais un élément clé parce que... Tout à fait. Moins centralisé, et un élément peut-être aussi important, c'est que c'est ce concept de norme. En fait, c'est pas insoluble. C'est juste que, par exemple, quand on regarde les directives européennes, comment elles sont transposées en France, on en fait toujours plus. On met toujours plus de normes. Et finalement, on se bloque nous-mêmes avec ces normes-là, parce que ce sont surtout ces normes-là qui bloquent finalement. Alors, sur cet aspect-là, non, parce qu'il y avait deux volets, parce qu'il y a l'autre aspect capitaliste, c'est sur le concept de valeur et d'évaluation des prix, qui a conduit notamment, qui a, on va dire, empiré la crise, notamment financière, sur la just value, c'est-à-dire la réévaluation des actifs. Donc, il y avait deux aspects, et donc l'aspect valeur, prix de marché, est-ce qu'on doit mettre un prix de marché partout, et est-ce qu'on doit l'évaluer au prix de marché à chaque fois, qui a donné en 2008-2010, notamment suite à la crise financière, on a dû réévaluer les actifs des banques, et ça a accentué la crise économique, parce que finalement elle partait de la valeur et on les remettait, alors qu'en France, on considère que finalement la valeur a un prix d'achat et elle ne bouge pas, donc même si elle a perdu de la valeur en réalité, on ne l'intègre pas, ou par des mécanismes de, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais de dépréciation, mais bon voilà. Et puis donc l'autre aspect, en effet, qui est plus juridique,
sur cet aspect de normalisation, parfois peut-être même au-dessus de ce qui est prévu par l'Union européenne, et qu'on retrouve un peu moins ailleurs. Qui pose d'ailleurs les problèmes lorsqu'on passe des contrats, lorsqu'on signe des traités avec d'autres pays qui auraient des normes, comme le Canada, sur la viande, etc., qui auraient des normes un peu plus souples. Donc c'est un petit peu le problème. Après, je ne connais pas bien, donc je ne vais pas m'aventurer sur les autres pays, mais c'est cet aspect-là. Sur le second aspect de la question, qui était sur l'efficacité, notamment les concepts d'efficacité à l'hôpital, par exemple, ou au sein des collectivités territoriales, oui, ça pose un problème, puisque l'efficacité supposerait même techniquement que les objectifs soient clairs. Puisque c'est l'efficacité, finalement, on regarde ce qui s'est passé et on les compare aux objectifs. Or, les objectifs, par nature, du fait notamment de la nature un peu politique des collectivités comme de certains organismes publics, les objectifs sont ambigus. Voilà. Et parfois même contradictoires. Donc même techniquement, c'est très compliqué. Et le dernier aspect, c'est sur l'évaluation des politiques publiques, qui est peut-être l'élément le plus important pour le citoyen. Finalement, qu'est-ce que ça rapporte, cette politique? Quel est l'impact de cette politique? Et bien là, également, la littérature l'aborde également, c'est très compliqué, et on est... Oui, j'allais dire... Ah oui. Il faudrait... Alors, les critères sont à peu près connus. Ouais, ouais, voilà. Mais oui, c'est très compliqué. Le micro politique... Non, ça dure. Je vous propose, puis je vois que certaines personnes veulent encore poser des questions et réagir, mais je vous propose de garder tout ça sous le coude. Nous aurons un long moment d'échange à la fin de la journée et nous pourrons revenir sur l'ensemble des communications. Donc vous êtes maintenant tous invités à la mezzanine. Oui, les communicants en priorité, mais je pense nous sommes 30 et il y a 30 repas. Donc tout le monde est invité.